Bonsoir à tous et bienvenue au Quai des Savoirs, donc dans l'exposition Inventer la ville dont vous êtes les héros. Donc dans le cadre de la programmation culturelle associée à cette exposition, on a eu envie de voir un peu quel était le point de vue des artistes sur la ville. Et donc on a invité Cédric Clapiche qui nous a fait le plaisir de répondre à notre invitation et qui va venir nous parler pendant un petit temps de ses films, de sa place, de la place de la ville dans ses films, comment ça impacte, ça en avant, en après. Et on a ce partenariat avec la Cinémathèque, donc Franck qui fera la modération, Franck Lubé qui fera la modération de cet échange. Et donc c'est notre premier partenariat avec la Cinémathèque. On est très content de les accueillir ici. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci, merci Marina, merci de ce partenariat avec la Cinémathèque. On est très content de s'exporter au Quai. Et puis merci beaucoup aussi Cédric d'avoir accepté cette invitation et de venir parler de la ville. Bon, j'imagine que vous connaissez quand même déjà tous Cédric Clapiche. Hein, on va peut-être pas la peine de le présenter en détail. Quand même, voilà, c'est un des cinéastes français, on peut dire vraiment les plus importants. Ça fait une bonne vingtaine d'années que tu es dans le paysage cinématographique français et avec donc des films, on peut dire cultes, hein, qui sont vraiment rentrés, même dans l'inconscient collectif. Péril jeune, Un air de famille. L'extrait qu'on va voir, l'auberge espagnole, les poupées russes, etc. Et donc du coup, on va axer finalement cette discussion sur la ville, sur comment filmer la ville, ce qui est un petit peu réducteur parce que le cinéma de Clapiche est beaucoup plus riche que juste une entrée comme ça. Mais en même temps, c'est aussi une entrée, me semble-t-il, importante dans ton cinéma, puisque la ville est vraiment très souvent représentée très souvent comme un personnage, on peut dire véritablement. Donc peut-être on commence par... tu veux dire un mot avant? Ouais, non, juste... bon, déjà, merci de m'accueillir. Non, c'est vrai que c'est particulier pour moi, parce que donc j'ai fait 12 longs métrages. Il y a eu la série 10%, j'ai travaillé sur la première saison. Et vous avez attendu le moment où le film que je vais sortir là en juin est un film que j'ai tourné à la campagne. Et donc, pour la première fois, j'ai fait un film pas dans une ville, et donc c'est ce moment-là que vous choisissez pour m'inviter à parler de la ville. Mais c'est vrai que quand j'ai fait donc Ce qui nous lie, qui va sortir, je m'étais pas rendu compte que j'avais fait des films que dans des villes, mais vraiment intégralement. C'est-à-dire que il y a une forêt dans Ni pour ni contre. Je crois que c'était la seule fois où j'ai tourné dans la nature. Donc je n'ai tourné que dans des rues, quoi. Donc forcément ça fait réfléchir sur ce phénomène urbain. Et puis, du coup, moi, c'est vrai que je me suis posé la question, en plus en étant invité là, de pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai filmé que dans des villes, et pourquoi ça m'intéresse. Et puis, c'est vrai que... bon, j'ai fait un film qui s'appelle Paris, donc je voulais affronter le fait que ma ville, c'est Paris, que j'avais envie d'en parler frontalement. Et c'est vrai que ce sujet m'intéresse, le sujet de la ville. Plus que d'autres réalisateurs, même si je me suis référé justement en faisant Paris, je me suis rendu compte qu'il y a Fellini qui a fait Roma, il y a Woody Allen qui a fait Manhattan, et qu'il n'y a pas tant de réalisateurs qui sont intéressés soit par leur ville ou par le fait de parler d'une ville. Donc effectivement, ce sujet m'intéresse en tout cas. Et du coup, tu as trouvé un élément de réponse en te posant la question au-delà que ça t'intéresse, le pourquoi oui, tu reviens. J'ai l'impression que mon premier film s'appelle Rien du tout, et pour moi finalement il résume un peu tous les autres films. C'est-à-dire que déjà dans le titre Rien du tout, c'est qu'il y a des gens qui se sentent un peu rien dans un grand tout, et la question de l'individu dans un groupe, c'est pratiquement le sujet de tous mes films.
Et donc ça, c'est la description de ce que c'est une ville. C'est-à-dire que c'est des gens isolés qui se regroupent pour vivre ensemble. Et c'est vrai que dans une ville, il y a ce qu'on appelle une agglomération, c'est que les gens s'agglomèrent et ils vivent les uns sur les autres ou les uns à côté des autres. Et j'aime bien cette idée. C'était un journaliste qui m'avait dit un jour que dans les meubles, j'aimais beaucoup les canapés. Et il m'a dit pourquoi tu aimes autant les canapés. Donc j'avais pas remarqué qu'il y avait autant des canapés dans mes films. Mais c'est pareil, c'est le fait que c'est un meuble qui met des gens ensemble, quoi. Et donc c'est vrai qu'il y a des meubles comme ça où une chaise c'est pas comme un canapé, ou une table aussi c'est un meuble collectif, on va dire. Donc c'est vrai que la question du rapport d'un individu à un groupe, c'est encore une fois ce qui fait le point commun de tous mes films. Est-ce qu'on commence du coup par un extrait? Oui, et n'ayez pas peur de poser des questions parce que on est là pour ça, donc on peut montrer l'extrait, en parler, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. On y va du coup on y va pour c'est l'auberge espagnole. Quand on arrive dans une ville, on voit des rues en perspective, des suites de bâtiments vides de sens. Tout est inconnu, vierge. Calle Carrer des Escudellers Blancs. ¿Perdona? Ah, ok, bien, bien. Me parece que está al fondo a la derecha, todo recto. ¿Usted siga recto? Ahí. Sí, para abajo. Ah, d'accord, gracias. Voilà, plus tard on aura habité cette ville. On aura marché dans ces rues, on aura été au bout des perspectives, on aura connu ces bâtiments, on aura vécu des histoires avec des gens. Quand on aura vécu dans cette ville, cette rue, on l'aura appris 10, 20, 1000 fois. 10, 20, 10 fois, 1000 fois. Urquinaona. Passeig de Gracia. La Gitana. Au bout d'un moment, tout ça vous appartient parce qu'on y a vécu. C'est ce qui allait m'arriver. Et je ne savais pas encore. Urquinaona. Ce truc qui sonnait vaguement sioux s'est ajouté à la longue liste de noms, autrefois bizarres, qu'on traîne quelque part dans un coin du cerveau. Urquinaona s'est doucement glissé à côté de Mouffetard, de Bondoufle, de Ponto Combo, de Maran-l'Urplois, de Mandelieu-la-Napoule et de Knock-le-Zout. Il est devenu normal et familier. Après, bien après, quand on est revenu à Paris, toute galère est devenue une aventure extraordinaire. Il y a toujours ce truc idiot où les jours les pires d'un voyage, les expériences les plus ratées sont celles qu'on raconte le plus après aux autres. C'est une véritable profession de foi, non quand même? Ouais, non, effectivement, mais c'est vraiment inspiré de ce que j'ai ressenti, vécu. L'auberge espagnole est beaucoup inspiré du fait que moi j'ai fait 2 années d'études à New York. Et donc il y a eu un jour où j'ai débarqué, je suis sorti du métro et je suis arrivé dans le quartier où j'allais habiter. Effectivement, j'allais habiter 2 ans dans ce quartier-là. Donc le rapport qu'il y a entre la sortie de métro et où tout est inconnu, vierge, comme il le dit, et puis le fait que 2 ans plus tard, c'est chez vous, quoi. Ça, c'était quelque chose qui m'avait vraiment frappé et je trouve que c'est un phénomène urbain pour les gens qui voyagent. Enfin, voilà, quand on va ailleurs, le début c'est ailleurs et puis 2 ans plus tard, c'est plus ailleurs, c'est très très intime et familier. Donc je suis parti de cette idée-là et j'ai essayé d'écrire ce sentiment et avec, alors, bon, si je dois expliquer l'auberge espagnole, c'est un film assez particulier parce que j'y ai pensé pendant 10 ans et le scénario a été écrit en 3 semaines. Et donc du coup, l'idée c'était de tourner vite en fait. Bon, d'une part, il y avait
peu de temps pour préparer, je devais faire un autre film, enfin, il y avait une histoire de planning comme ça, et donc ça s'est fait très vite. J'ai choisi de tourner en vidéo, c'était le tout début de la HD, c'est-à-dire que je crois qu'on était le 3e film au monde à utiliser une caméra HD, après Star Wars et un film français. Et c'était justement, je trouvais ça drôle d'utiliser cette caméra alors qu'elle avait pratiquement été utilisée que pour faire des effets spéciaux. Et au départ, je voulais le tourner en DV, je voulais que ce soit une caméra vidéo très simple. Et je me suis dit, bah, finalement, voilà, cette nouvelle caméra, elle sera de meilleure qualité qu'une DV. Et du coup, j'ai fait des choses que je n'aurais pas fait si j'avais filmé en film, notamment les accélérés que vous avez vus, et où voilà, c'est des procédés vidéo, je dirais, où le fait d'utiliser des petits trucages vidéo comme ça m'a fait parler autrement et décrire les choses autrement. Donc là, l'utilisation de l'accéléré, c'était vraiment pour décrire l'espace, parce que on va le voir dans d'autres exemples après, c'est quand on filme un espace. Voilà, si on descend, c'est la rue Laietana, donc à Barcelone. Si on la descend, bah, ça prend un quart d'heure à pied ou un peu plus. Et là, l'idée, c'était de faire un plan qui allait durer maximum 30 secondes, 15-20 secondes, et où du coup, on a une sensation de l'espace qui est un peu bizarre parce qu'il y a le côté saccadé de l'accéléré, mais où c'est autre chose que de regarder un plan, et c'est autre chose que de regarder une photographie. Donc, c'était ça le principe de ce film, c'était d'arriver à rendre compte d'un espace, quoi, de découvrir un espace. Ce qui est, enfin, qui est pas paradoxal, mais qui peut paraître, enfin, curieux, mais qui fonctionne avec, c'est aussi la question de la durée ou la question du temps, puisque là il y a l'accéléré, donc c'est la vitesse. On le retrouve pareil dans l'extrait qu'on verra tout à l'heure de Cassette chinois, et justement ton dernier film, Woodlet, c'est sur un temps beaucoup plus long, beaucoup plus étiré, puisque c'est sur les 4 saisons. Et du coup, c'est quoi? C'est le côté urbain qui amène aussi l'accélération, le fait beaucoup d'informations, que ça va vite. Alors, il y a ça, mais il y a aussi le fait que quand on décrit un espace, on le décrit mieux si on tient compte du temps. Et donc là, il y a une espèce d'effet qui fait que quand il dit, voilà, quand on va habiter dans cette ville, on va revenir dans cette rue 1 fois, 10 fois, 20 fois. Et puis il se voit lui, et il voit lui dans un an. Donc il y a une espèce de flash forward. Et il y a un jeu sur le temps, sur le fait que parfois on imagine le futur. Parfois on se dit qu'est-ce que je serai dans un an. Et le cinéma permet ça. Et c'est vrai que pour décrire un espace, en tout cas moi c'est ce que je ressens quand j'essaye de décrire une ville. Moi on me pose souvent des questions sur quel est mon rapport à Paris. Mon rapport à Paris, c'est que j'y ai vécu plus de 50 ans et que du coup il y a la rue où j'ai embrassé la première fois une fille, la rue où j'allais à l'école, la rue où j'ai eu un appartement la première fois qui n'était pas celui de mes parents. Et du coup, c'est pas juste des espaces, c'est des expériences de temps. C'est des bouts d'espace qui sont marqués par des moments temporels. Donc quand on fait du cinéma, c'est presque ça, moi, qui m'intéresse le plus. C'est comment on met en rapport de l'espace et du temps. Et il y a d'autres réalisateurs, pour moi Wenders par exemple, c'est quelqu'un qui fait très bien ça, qui décrit un espace par soit un mouvement, ce qui met très souvent sa caméra en mouvement, mais en tout cas il y a besoin de passer du temps à décrire un espace, quoi. Mais pour revenir à ce que tu disais sur ce qui nous lie, c'est vrai que le film que je viens de faire est très particulier parce que on l'a tourné sur 1 an, je n'avais jamais fait ça, et l'idée c'était de voir les 4 saisons. C'est un film qui parle de gens qui font du vin en Bourgogne, et l'idée c'était de regarder la nature évoluer pendant 1 an, donc on voit les 4 saisons, et donc là c'est presque l'inverse de ça, c'est-à-dire que il y a certains trucs en accéléré avec des techniques de time-lapse, mais il y a aussi le fait que on a choisi 2 arbres, un meursault et un pommard, qu'on a photographié 52 fois. On a été 1 fois par semaine prendre une photo et un film de cet arbre. Et donc du coup, on le voit vraiment évoluer depuis août à septembre, octobre. Comme ça, on voit comment les couleurs changent petit à petit. Et donc c'est presque l'exercice inverse de ça. C'est du non-accéléré, quoi. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas, hein, surtout.
S'il n'y en a pas tout de suite, moi je vais être... Ah. Non, c'est juste un point de vue purement technique. Quand vous filmez une rue, c'est-à-dire dans une rue passante, comment ça se passe? Vous fermez la rue ou vous pouvez vous balader là librement avec la caméra et avec le flot de passants habituel, ou c'est quelque chose de fermé? Les Américains bloquent des rues. Okay. Moi, j'ai jamais réussi à bloquer une rue. À part en Russie, quand j'ai fait la rue où la fille marche en mini-jupe. Là, en Russie, ils nous ont dit tu veux bloquer la rue. Et à ce moment-là, ils ont mis des camions militaires à l'entrée de la rue. Et c'était très simple. Donc, c'est la seule fois où je l'ai fait. Mais sinon, c'est très compliqué d'arriver à trouver l'autorisation de bloquer une rue, tout ça. Donc, quand je dis les Américains le font, c'est que ça se fait à coup de billets, quoi. C'est-à-dire que si on dépense beaucoup d'argent, tout est possible. Donc, moi, en fait, quand j'ai vu ça au début, j'ai développé des techniques de comment filmer dans une rue qui sont assez proches de ce que Godard a fait dans Un bout de souffle. On raconte beaucoup que le début de la nouvelle vague, c'est le fait de tourner en live dans la rue, et grosso modo, il a mélangé des techniques de documentaire avec des techniques de fiction. Et du coup, là, clairement, quand Romain marche, on a une caméra qui va en arrière devant lui, et on ne dit rien à personne. Et parfois, il y a des gens qui se retournent, et puis là, on a utilisé les prises où les gens ne se retournent pas beaucoup. Ou alors la caméra est loin, et donc les gens ne voient pas qu'il y a un tournage. Enfin voilà, on essaye de faire ça comme ça. Il y a parfois une espèce de petit périmètre où on essaye d'écarter les gens, on met des pancartes pour dire aux gens regardez pas la caméra. Mais c'est très très bricolé, quoi. Et notamment là, l'auberge espagnole, si vous voyez, il doit y avoir le making of qui est disponible soit sur le DVD ou quelque part, et où parfois, enfin, il y a des moments très très charlots, quoi. Enfin c'est plus que bricolé, c'est limite n'importe quoi. Le top ayant été dans les poupées russes, c'était à la gare de Saint-Pétersbourg, où là, on ne pouvait pas arrêter les gens sur les quais et tout ça, et où Kelly Reilly devait marcher, et la caméra a donc reculé, et elle devait pleurer, et on savait, il fallait qu'elle pleure au moment où le train partait. Et on savait qu'il y avait 3 trains qui partaient, donc il y avait le 9h27, le 10h02, et donc je lui avais dit tu dois pleurer à 9h27, à 10h02, et on a fait ça avec, enfin dans le making of c'est vraiment comique parce que c'est le décalage qu'il y a entre le côté un peu poétique de cette scène et la façon de la tourner est totalement ridicule, quoi. Est-ce que du coup, justement, le fait de tourner comme ça, il y a des imprévus qui finalement que tu vas garder, que tu n'avais pas pensé au scénario, et le fait de tourner où tu n'as pas forcément la maîtrise de tous les éléments, il peut se passer des choses. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas chercher, cette forme d'imprévu éventuellement, où tu cherches vraiment à maîtriser, à essayer de maîtriser au maximum par rapport à ce que tu avais en tête au départ? Non, c'est vrai que le côté non maîtrisé m'intéresse, et que quand je dis que je mélange des techniques de documentaire et de fiction, c'est ça. C'est-à-dire que je vais dans une rue et très souvent, voilà, je prends la rue telle qu'elle est. Donc s'il y a des voitures garées, pas garées, quand on se dit voilà, ce serait bien qu'il y ait ces 3 places-là, il n'y ait pas des voitures garées, ben à ce moment-là, on prépare le terrain. Il y a des choses quand même qu'on essaye de préparer, mais il y a plein de choses que je prends telles qu'elles sont. Je me souviens d'ailleurs, parce que c'était drôle. Dans l'auberge espagnole, le premier jour de tournage de Audrey Tautou, qui est à Montmartre, c'était le jour de la sortie d'Amélie Poulain. Et donc, elle me dit ouais, j'ai fait un film qui sort aujourd'hui, j'espère que ça va marcher. Et donc, c'était drôle parce que elle m'a dit ça juste avant qu'on fasse son premier plan. Et elle me dit, c'est drôle parce que avec Jean-Pierre Jeunet, lui, il change toutes les voitures de la rue. C'est-à-dire qu'il veut qu'il y ait une bleue, une rouge, une verte. Et elle me dit, tu fais pas ça? Alors je dis non, je fais pas ça. Mais je vous dis ça juste parce que chaque réalisateur a une méthode et donc lui, il est beaucoup plus sur le fait qu'il veut que la rue développe une esthétique, alors que moi, je veux qu'elle ressemble à la rue de tous les jours. Donc c'est vrai que quand j'ai fait Chacun cherche son chat, par exemple, c'était presque un motif pour moi, c'est que je voulais rien changer. C'est-à-dire que je voulais qu'on tourne et qu'il y ait le côté bordélique et sale, je dirais, de chaque rue. Donc c'est sûr que pour quelqu'un qui recherche un truc très clean, une esthétique, que ce soit dans Les Demoiselles de Rochefort ou dans Amélie Poulain,
ben là, oui, on est obligé de choisir. Est-ce qu'on garde les voitures? Est-ce qu'elles sont toutes jaunes, etc. quoi. Est-ce qu'une question? Merci. Par rapport à ce choix justement des rues que vous souhaitez filmer, donc si j'ai bien compris, il y a une dimension de l'attachement, notamment pour Paris, mais est-ce que justement il n'y a pas quand même une forme d'esthétisation des rues que vous filmez? Alors peut-être justement en cherchant l'ordinaire, mais un certain type d'ordinaire en fait. C'est-à-dire qu'on voit bien dans Chacun cherche son chat, on est quand même sur des quartiers populaires qui étaient en cours de gentrification déjà à l'époque. On voit bien Montmartre, c'est quand même certaines rues. Mouffetard, donc le 5e arrondissement, c'est aussi certaines rues. Enfin, voilà, est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme d'esthétisation, alors peut-être de l'ordinaire, dans votre travail, dans votre approche de la ville? Très bonne remarque, parce que oui, bien sûr. C'est même ça qui est compliqué pour moi, c'est que j'ai envie que ça ait l'air ordinaire, mais évidemment, ça ne l'est pas du tout. Enfin, la mise en scène, pour moi, elle est sur la mise en scène du quotidien. Je cite souvent un livre de Pérec, parce que c'est vrai que je me réfère beaucoup à ça. C'est un livre qui s'appelle L'Infraordinaire, où c'est un chapitre en fait de pensée classée. Et l'infraordinaire, je trouve ça génial parce que bon, c'est vraiment la littérature de Pérec, c'est ça. Il dit, moi, je m'occupe d'un train qui ne déraille pas. Et un train qui ne déraille pas m'intéresse plus que le train qui déraille. J'aurais tendance à penser la même chose. C'est vrai que le cinéma américain a tendance à parler des trains qui déraillent, et que moi, ce qui se passe dans le train qui ne déraille pas m'intéresse, c'est qui est donc une espèce de banalité ou d'ordinaire. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne la met pas en scène. Donc après, effectivement, il y a tout un travail pour que... je parlais de poétisation. Moi, c'est vrai qu'il y a... C'est ce que je recherche, c'est de poétiser le quotidien. Donc quand je dis poétiser, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un sens qui se dégage, il faut qu'il y ait une esthétique qui se dégage. Dans Chacun cherche son chat, par exemple, on s'était dit avec le chef opérateur qu'il y avait toujours du noir dans l'image. Et que c'était une façon de mettre en valeur les couleurs. Donc ça, c'est une méthode pour mettre en scène le quotidien. Et donc du coup, c'est des rues totalement banales, où il n'y a pas de monuments, il n'y a pas de choses belles, entre guillemets, où il n'y a pas de clichés touristiques, mais il y a une façon de mettre... voilà, de créer une esthétique. Et là, encore une fois, le fait qu'il y ait toujours du noir dans l'image faisait que quand il y avait du vert, quand il y avait du rouge, ça ressortait beaucoup. On cherchait le contraste, donc il y avait très souvent, on filmait dans les extérieurs quand il y avait des coups de soleil très forts avec des ombres très fortes. Donc ça a fini par créer une esthétique dans le film, alors que sinon c'est des rues normales, et avec très peu d'intervention sur ces rues, quoi. Est-ce que du coup, parce que tu parlais de Chacun cherche son chat, et puis on était aussi sur l'auberge espagnole, le fait de passer du 35 au 35 mm, donc argentique, au numérique, ça joue aussi sur une esthétique. C'est plus facile, ouais. c'est plus facile pour tourner, j'ai envie de dire, pour tourner à la volée. C'était ça, disons le principe qui a gouverné l'auberge espagnole, c'était le fait de tourner, comme tu dis, à la volée, c'est-à-dire de tourner vite, quoi. Et j'ai mis en place le fait de tourner les répétitions, ce qui est absolument impossible en film. Ça coûtait trop cher. Et là, le fait de se retrouver avec une caméra vidéo où il y a une cassette, ça vaut rien, quoi. Donc du coup, on tournait en continu. Et ça, c'est vrai que par rapport aux acteurs, moi, ça m'a libéré complètement dans le rapport aux acteurs. Parce que le fait de tourner une répétition, très souvent le chef opérateur n'est pas prêt, le machiniste qui pousse le travelling n'est pas prêt, donc on fait des erreurs de cadrage, les acteurs n'ont pas forcément le bon cheminement ou la bonne chorégraphie. Donc c'est souvent à la 5e prise que c'est bien, mais par contre il peut y avoir 5 secondes, 10 secondes où la prise entière qui est mieux à la répétition. Donc ça c'est un luxe incroyable. Donc ce qu'a amené le numérique, parce que là maintenant ça s'est inversé, je crois qu'il y a 90% des tournages qui sont en numérique aujourd'hui, ou peut-être 99%. Donc c'est vrai que là maintenant il y a cette liberté-là de... Voilà, il n'y a plus le coût de la pellicule. Donc ça, c'est vrai que ça a libéré beaucoup de choses. Enfin, en tout cas, moi, je sais que ça me sert quand je tourne. Mais sur l'esthétique elle-même, c'est vrai que quand j'ai fait l'auberge espagnole, il y avait le fait que voilà, c'était de la vidéo
et que là aussi on recherchait le contraste, comme ce que je racontais sur Chacun cherche son chat. Par contre, on savait que les noirs, c'est pas les noirs de la pellicule. Les noirs sont beaucoup plus beaux en 35 mm qu'avec les caméras HD de cette époque-là. Là, dans mon dernier film, c'est la première fois où il y a une caméra HD qui, pour moi, équivaut au 35. C'est-à-dire que enfin, au bout de... Parce que, mine de rien, l'auberge espagnole, ça, je sais pas, 15 ans. 15 ans. Ouais. Et il aura fallu 15 ans pour qu'il y ait une caméra numérique qui soit aussi bonne ou approchante, en tout cas, du 35 mm. Quoi. Est-ce que... Allumé ? Oui. Bonsoir. Du coup, vous parliez de vos acteurs et vous avez un élément de comparaison puisque vous avez tourné à la campagne. Et est-ce que... quelle ambiance ça met avec vos acteurs? Est-ce qu'ils ont un rapport du coup, au tournage qui est complètement différent? Est-ce qu'il y a plus de pression ou, par rapport à la campagne du coup? Plus de pression à la campagne? Non. À la ville? Non, en ville. Oui, alors ce qui est bizarre, c'est que je me suis retrouvé avec des situations un peu similaires, parce que du coup, à la campagne, la lumière a un rôle beaucoup plus important. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les fausses teintes au cinéma, c'est-à-dire que quand il y a un nuage qui passe et que d'un coup c'est très ensoleillé, puis il y a un nuage qui passe et ça devient tout gris, tout sombre. Dans une ville, on l'accepte. Dans une rue, finalement, on peut ne pas refaire une prise à cause de ça. Là, dans la nature, vous verrez le plan qui est sur l'affiche, où on voit les trois frères et sœurs. On a failli devenir dingue parce que c'était un long plan séquence et à chaque fois il y avait un nuage qui pouvait durer genre 5 secondes et d'un coup tout devenait gris et ça marchait pas, le plan marchait pas, donc on n'arrivait pas à avoir la prise entière avec ça et on devenait dingue. Et c'est un peu le même genre de sensation que quand on est dans une ville et qu'il y a un camion qui passe, quelqu'un qui hurle dans la caméra, Romain Duris, il y a 1000 trucs qui vraiment gâchent le plan, quoi. Et moi je me rappelle que quand on avait fait les poupées russes et qu'on était devant la gare du Nord, mais pareil, quoi, on se dit mais comment on va faire le plan? C'est-à-dire qu'on a l'impression que la ville entière, tout le monde fait coucou, on peut pas arrêter une gare, quoi. Donc, et puis gare du Nord, les gens sont un peu tendus, quoi. Et du coup, là, ça pose des vrais problèmes où on se dit, voilà, c'est vraiment dur, quoi, de filmer dans ce genre de conditions. Et après, il faut être très planqué pour arriver à faire la scène. Puis après, ça dépend des scènes, parce que là, nous, on avait quelqu'un qui criait, tout ça, donc du coup, c'était difficile d'être planqué, quoi. Mais voilà, en fait, la ville crée beaucoup de trucs qui sont anti-cinématographiques. C'était presque pire à New York, où là, pareil, on n'avait pas le droit d'arrêter les gens dans la rue, et moi, je tournais à Chinatown, dans Casse-Tête Chinois. Et d'habitude, voilà, on parle aux gens en disant arrêtez, ne regardez pas la caméra ou des choses comme ça. Là, dans Chinatown, il y avait 3 interprètes qui parlaient 3 chinois différents. Il y avait le mandarin, le hongkongais, et donc c'était juste très très compliqué, quoi, de tourner, parce que juste tourner dans une rue qui est un peu une rue marché avec plein de gens qui marchent dans tous les sens. Quand on a une prise, on est super content parce que là, c'est très très vivant et il se passe plein de choses dans l'image. Mais pour arriver à avoir la prise où il n'y a pas 36 personnes qui regardent la caméra, voilà, c'est assez compliqué, quoi. Et du coup, ça implique que les acteurs soient, je sais pas, plus spontanés, plus intuitifs qu'à la campagne? Oui, parce que... alors, c'est compliqué parce qu'il faut qu'ils s'abstraient d'un truc. Alors c'est encore pire avec des acteurs connus. Moi je me rappelle d'un plan dans Paris, dans le film Paris. C'était rue du Faubourg Saint-Antoine. Il y avait beaucoup de monde sur le trottoir. Et il y avait Lucchini qui était au téléphone. Il parlait au téléphone sur le trottoir. Et il y avait plein de gens qui l'arrêtaient. C'est-à-dire qu'ils ne voyaient pas qu'on filmait. Et qui disaient « Ah, monsieur Lucchini !» Et on n'arrivait pas à faire une prise entière sans qu'il n'y ait pas quelqu'un qui l'arrête. Donc, l'acteur doit être concentré sur son texte, sur la scène qu'il a à jouer, et s'abstraire de ce qui se passe autour de lui, quoi, parce qu'il y a plein de choses qui sont dérangeantes, en fait. Donc, c'est ça qui change quand on est dans les vignes à la campagne.
Parfois les oiseaux chantent fort, mais il n'y a pas beaucoup d'autres problèmes, quoi. Est-ce que pour venir à la ville, j'ai envie de dire aux villes, presque au sentiment, il y a Paris, voilà, c'est Paris, c'est ta ville, mais les autres villes, comment ça se passe? Est-ce que ça vient du scénario, le choix de la ville? Est-ce que c'est un voyage quand tu vas à Barcelone? Barcelone, c'était écrit dès le départ. C'est à un moment donné d'être passé là. Du coup, c'est de prendre le temps. Est-ce qu'il y a beaucoup de repérage? Est-ce que tu vas tout seul, je sais pas, vivre quelques semaines ou quelques mois et pour sentir la ville, avoir envie de la filmer quelque part, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans tes films. Il y a un désir. On sent toujours qu'il y a un désir de filmer, que ce soit des personnes ou que ce soit des lieux. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu vas chercher sciemment ou Alors déjà pour le choix de la ville, pour l'auberge espagnole par exemple, je voulais parler de la nouvelle génération des étudiants Erasmus, et je me suis dit dans les villes étudiantes européennes, je m'étais dit c'est soit Amsterdam, soit Sienne, soit Barcelone. Donc j'ai hésité entre les trois villes. Parce que je savais que j'avais des choses à raconter dans les trois villes. À l'époque, alors ma sœur avait fait Erasmus à Barcelone, et puis j'avais une copine aussi de l'époque qui avait fait Erasmus à Barcelone, donc j'y avais été souvent, je connaissais bien la ville. La raison pour laquelle j'ai choisi Barcelone, c'est que pour moi, ça n'avait pas été filmé avant. C'est-à-dire que les seules images que j'avais de Barcelone, c'était dans Antonioni, dans Profession reporter. Et je m'étais dit, c'est étrange, c'est une ville très cinématographique, très photogénique, et personne ne l'a filmé. Donc, ce qui n'était pas le cas de Amsterdam et de Sienne, ou en tout cas de l'Italie. Donc c'est ça qui m'a fait choisir Barcelone. Mais comme tu dis, ça part d'un désir. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un désir, alors là, vraiment visuel. C'est-à-dire que c'est une ville qui m'attire. J'ai été que 2 fois à Madrid, mais c'est pas une ville qui m'attire. Et du coup, il faut avoir envie de filmer cette ville, quoi. Donc ça part de ça. Moi, j'ai toujours dit qu'un scénario, c'est une somme de désirs. Donc il y a des désirs d'acteurs. Voilà, j'ai envie de travailler avec Romain Duris. J'ai envie de filmer à Barcelone. Et j'ai envie de filmer une histoire sur des étudiants. Et on mélange tout ça. Et finalement, il y a des lieux, des thèmes et des gens ou des acteurs. Donc c'est un mélange de plein de désirs. Mais effectivement, pour moi, le désir de lieu est important. Et cette notion de voyage, pendant longtemps, il y avait effectivement les films que je faisais à Paris qui parlaient de ma ville, mais il y a les films où ça m'imposait d'aller dans un autre pays. Et pour moi, faire un film, faire un tournage, c'était faire un voyage, en fait. C'était lié les deux choses. Et du coup, j'ai essayé de voir dans quelle ville m'attirait. Donc, à la suite de l'auberge espagnole, quand il y a beaucoup de gens qui me demandaient est-ce qu'il y aura une suite, et je disais non, enfin, c'était pas prévu qu'il y ait une suite. 2 ans après, alors que je montrais des films à Saint-Pétersbourg, je me suis dit quelle belle ville, j'adorais tourner ici. C'était la 3e fois que je venais à Saint-Pétersbourg, et je me suis dit voilà, là aussi il y avait cette notion de voyage où je me disais j'adorais passer du temps ici pour filmer. Et du coup c'est ça qui a donné l'idée des poupées russes, en fait. Je me suis dit, parce qu'il y a un truc un peu spécial avec les mariages à Saint-Pétersbourg. Et donc je me suis dit, tiens, ça serait drôle si l'anglais se mariait avec une russe, que tout le monde vienne. Et puis voilà, le point de départ de l'histoire était lié à ça, qui était à la fois la ville, une idée d'histoire, comment ils pouvaient se retrouver, ces étudiants qui avaient fini Erasmus. Donc c'est parti de ça, en fait. Et ensuite j'ai déroulé le truc en me disant, voilà, qu'est-ce qu'il pourrait faire, qui revient. Je me suis dit, tiens, ça serait drôle que Kelly Reilly... et Romain Duris soit amoureux. Enfin voilà, donc il y a eu toute une série de choses qui étaient vraiment presque là, après avoir travaillé dans les séries télé, c'est presque plus des techniques de séries télé finalement, de voir comment on suit un fil. Mais pour revenir à la notion de voyage et au truc de repérage, dans l'auberge espagnole, comme c'était très très rapide, j'avais un copain photographe à qui j'ai demandé de venir 15 jours avant moi à Barcelone.
Et il était très doué dans les photos de ville, justement, d'ambiance de ville. Et je lui ai dit, vas-y, prends des photos pendant une semaine tout seul. Et je vais voir si ça me donne des idées. Il y a vraiment une dizaine de photos qu'il a pris pendant cette semaine-là qui sont devenues des scènes du film. Donc c'était vraiment comme s'il me donnait des idées visuelles. Par la suite, c'est plus moi qui l'ai fait, ce travail-là, parce que moi je fais de la photo aussi. Très souvent, c'est en faisant des photos que je fais des repérages comme ça. Et du coup, c'est vrai que le fait de passer du temps dans un endroit, là, Casse-tête chinois, quand j'ai écrit le scénario, j'ai eu besoin de passer 7 mois à New York pour connaître mieux la ville. Et du coup, quand j'arrivais pas à écrire, quand j'avais plus d'idées, je sortais dans la rue, j'allais prendre des photos, et parfois, le fait de prendre une photo dans la rue me donnait l'idée d'une scène. Donc, il y avait un aller-retour comme ça entre le fait de prendre des photos et d'être, je dirais, ému par la ville ou par des endroits de la ville qui n'étaient pas forcément des trucs architecturaux, mais par exemple, je ne sais pas si vous voyez dans le générique de début de Casse-tête chinois, on découvre Romain Duris, il est en silhouette, il est tout noir avec ses enfants. Et ensuite, il sort de l'ombre d'un pont et il entre dans la lumière. Ça, c'est vraiment issu d'une photo que j'ai prise et qui m'a donné l'idée de la scène en mouvement, disons. Donc ça, c'est lié au fait qu'on était sous un pont et qu'il y avait l'ombre du pont et qu'il fallait tourner à 11h30 pile parce que sinon l'ombre du pont n'était pas placée au bon endroit. Donc ça, c'est le genre de choses, quand on filme une ville où il y a à la fois des lieux qui vous touchent, quoi. Et puis pour arriver à capter ces lieux photographiquement, il y a un travail. Il y a beaucoup de travail de préparation. Ouais. Peut-être qu'on peut regarder justement Casse-tête un chinois, extrait là. de Casse-tête chinois. Ouais, ok. We got rain for the next 24 hours, but after that, the good news is that we have sunshine for the rest of the month. What is it? Tu veux qu'on envoie l'autre extrait dans la foulée? On avait un autre. Oh, on peut déjà parler de ça. Puis, Oui, parce que c'est vrai qu'en voyant cet extrait, il y a une chose dont on n'a pas parlé encore, c'est le son. C'est que dans le cinéma, il n'y a pas que des images et du mouvement. Et là, alors bon, d'une part, c'est Loïc Duris, c'est pratiquement avec lui que je travaille les musiques des films depuis presque 20 ans maintenant. Et là, c'est vrai que New York, quand on essaye de voir qu'est-ce qui sort d'une ville, Londres, par exemple, pour moi, c'est les parcs londoniens. C'est un peu l'image de Londres avec des espèces de grandes plaines vertes de gazon, avec des éléments rouges, les cabines téléphoniques, les bus rouges. Donc il y a des éléments visuels qui sortent, qui donnent l'identité de la ville assez vite et qui sont à Londres, en tout cas des rapports de couleurs très forts. Il y a un rapport au blanc, par exemple, la brique est très souvent peinte en blanc à Londres, et puis il y a des trucs rouges. Donc je ne sais pas pourquoi il y a toujours du rouge et du blanc, et ce qui se retrouve d'ailleurs sur le drapeau anglais. Et donc il y a des éléments comme ça qui ressortent d'une ville. Et à New York, ce qui moi me parle le plus, c'est que c'est une ville bruyante, c'est super bruyant. Et donc il y a les sirènes de pompiers ou de police, il y a le fait qu'il y a toujours de la musique, il y a toujours un magasin, une bagnole qui passe avec un autoradio, il y a de la musique tout le temps, et les gens parlent fort. Et quand on est dans un taxi, donc il y a la radio du taxi ou une petite télé, maintenant il y a des télés dans les taxis new-yorkais. Il y a la radio, alors bon là il y a la musique du film, et puis il y a le son de la ville, tu vois, le passage des voitures sur le pont, etc. Donc pour moi, voilà, quand ce personnage arrive à New York,
ce qui arrive en premier, c'est le son, quoi. C'est avec bon, les vues de Manhattan comme ça. Mais l'autre chose dont on s'est rendu compte avec Loïc Dury quand on réfléchissait à quelle musique mettre sur New York, c'est que New York a créé un nombre incalculable de styles musicaux. Ça a créé le jazz, ça a créé le hip-hop, ça a créé la salsa. Bizarrement, la salsa, la musique latino, elle n'est pas née à Cuba ou dans des pays sud-américains. Elle est née à New York avec les latinos qui vivaient à New York. Ça a créé le disco, ça a créé d'une certaine façon le rock, en tout cas tout ce qui était Lou Reed et les gens de cette époque-là. Il y a plein de musiques qui sont créées à New York. Donc du coup, c'est vrai que quand on a repris la musique qu'on avait dans les poupées russes et qu'on l'a fait évoluer vers du hip-hop, ben, d'un coup, ça devenait new-yorkais, quoi. Donc il y a aussi, quand on essaie de décrire une ville, il y a aussi comment l'identité d'une ville se met dans des sons, en fait. Et c'est vrai qu'à Paris, c'est plus compliqué de fabriquer de la musique parisienne parce que le cliché parisien, c'est l'accordéon. Mais au fond, c'est pas du tout. Enfin, on n'a pas envie de mettre de l'accordéon, quoi, quand on filme Paris. Donc, dans Chacun cherche son chat. Bizarrement, quand je me suis dit c'est quoi qui pourrait être la musique un peu parisienne, bah, c'est une musique africaine qui est venue et que on a un rapport très fort avec l'Afrique à Paris et avec le Maghreb et du coup pour moi les images parisiennes, enfin c'est bizarrement un chanteur angolais Bonga dans Chacun cherche son chat, bah, c'était finalement la musique que je trouvais la plus parisienne et donc mais alors parfois ça peut être le jazz, par exemple, là je viens de parler d'un ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle, où il y a Miles Davis qui fait de la musique. Alors c'est vrai que toutes les années 50-60 à Paris, le jazz est très très présent et c'est vraiment l'autre ville du jazz, je dirais, que par rapport à New York. Donc voilà, suivant les films qu'on fait, quand j'ai fait Ni pour ni contre, bien au contraire, Loïc Dury s'est référé au jazz. Et donc c'est vrai que parce qu'on faisait un film noir, on était en référence à Melville, du coup le jazz était plus logique, quoi. Mais tout ça pour dire que quand on fait un film, l'ambiance musicale, l'ambiance tout court, enfin les sons qu'on met, c'est intéressant de voir voilà, quels sont les sons qui décrivent une ville. Et par exemple à Paris, l'ouverture de porte d'un bus, n'importe quel Parisien connaît ce son par cœur, qui n'est pas du tout l'ouverture de bus à New York ou à Londres. Et du coup, c'est des éléments, quand on les rajoute dans le montage son dans un film, ça rajoute du Paris. Et donc voilà, ça peut être, alors effectivement, les sirènes de pompiers, d'ambulances, tout ça sont aussi assez connotées différentes suivant les villes. Mais il y a des éléments sonores comme ça qu'on met. Par exemple, moi, j'ai mis souvent dans Paris, quand les camions vident les poubelles de verre, là, les poubelles de bouteilles, parce que on entend une espèce de bruit cascade. Voilà, c'est ça. Et je sais pas pourquoi, pour moi, ça décrit un truc de Paris qu'on ne retrouve pas à New York, par exemple. Donc voilà, ça fait partie pour moi de mon métier, quand je décris une ville, de m'attacher aux couleurs, à la lumière, au son, et d'essayer de voir voilà, comment ces différents éléments décrivent une ville. Dans Casse-tête chinois, on le verra plus dans la prochaine scène. Quand j'essayais de voir c'est quoi la différence entre Paris et New York, je me suis dit Paris c'est gris, c'est noir, beige et gris. Partout, c'est assez incroyable à quel point c'est noir, beige et gris, et c'est vrai pour les costumes, et c'est vrai pour les immeubles et pour les éléments de la ville. Il y a un peu de vert, de temps en temps il y a des éléments, les abribus ou des trucs comme ça qui sont en vert. Mais à New York, c'est totalement multicolore. C'est-à-dire qu'il y a des stores rouges, des portes jaunes, c'est incroyable à quel point la ville se permet la couleur dans New York, alors qu'à Paris, on ne se permet pas d'avoir une porte jaune vive, quoi. Donc ça c'est des éléments très très différenciants, et comme je faisais le passage des deux villes, bah, j'étais obligé de voir voilà, qu'est-ce qui différenciait les deux villes. Donc c'était vraiment presque par les couleurs que ça s'est fait en fait. Est-ce qu'il y a une question ? Non, moi c'est juste pour savoir les premiers films qui vous passent par la tête, si je vous dis les films qui vous ont marqué en tant que gamin. Quels films m'ont marqué ? En tant qu'enfant, ouais. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de films qui m'avaient marqué,
et je me suis rendu compte qu'ils étaient tous de la même année. C'est quand j'avais 15 ans, en fait. C'est les films que j'ai vus quand j'avais 15 ans. Et donc ça, c'est Amarcord de Fellini, Vol au-dessus d'un nid de coucou de Forman. Il y a eu, alors c'était quoi? C'était devait être Nashville de Altman. Mais c'est fou à quel point je pense que quand on découvre le cinéma, qu'on est un très jeune adulte, bah finalement on est affecté presque pour toute la vie par ces films-là. Et après, bon, alors moi, tout de Fellini, je suis totalement fan. Il y avait Annie Hall de Woody Allen aussi, donc je suis aussi très fan de Woody Allen. Mais il y avait Les Valseuses de Bertrand Blier. Et donc tous ces films-là, c'est 74 ou 75. Et c'est drôle de voir à quel point voilà, c'est des films très très importants pour moi, parce que c'est sans doute le moment où je me suis dit tiens, c'est le métier que j'aimerais bien faire, où je me suis intéressé au cinéma d'une façon un peu différente de auparavant. Et donc ouais, ce sont des films et des images qui m'ont marqué beaucoup. Ouais. Bonsoir déjà. Moi, c'est pas, c'est comme lui, c'est une question qui relève plus de la curiosité. C'est pas forcément en lien avec ce que vous venez de dire, mais c'est en lien avec ce que vous avez abordé avant, c'est-à-dire comment vous en arrivez à choisir telle ou telle ville pour tourner. Et je me demandais quelle était un peu votre ville de rêve, une ville dans laquelle vous auriez jamais tourné, dans laquelle vous voudriez absolument tourner, qui est une ville qui vous porte. Mais après, si vous en arrivez à révéler des projets futurs, je peux comprendre que... Non. Quand vous me le dites comme ça, il y a une ville dans laquelle j'ai pas tourné, où j'adorerais tourner, c'est Tokyo. Mais j'ai aucun projet là-bas. Parce que c'est vraiment des villes différentes et très identifiées. Il y a eu un moment, j'ai voulu tourner à Pékin, mais ça pose d'autres problèmes à Pékin, enfin, notamment politiques, c'est-à-dire que c'est un pays où il y a de la censure et on ne peut pas tourner ce qu'on veut. Non, je pense que... Non, il y a Rio aussi. Rio, moi, c'est une ville qui me fait totalement rêver parce que c'est une ville très entière. C'est peut-être Rio, d'ailleurs, plus que toutes celles que j'ai citées, parce que... moi, ce que j'aime dans une ville, c'est que c'est un lieu de mélange. Et il y a des villes qui mélangent plus que d'autres. Rio, c'est une ville qui mélange énormément les riches, les pauvres, des trucs très modernes avec des trucs très archaïques ou anciens. C'est une ville qui est belle. Il y a un rapport à la mer aussi. Moi, j'aime bien les villes comme Marseille ou Barcelone qui ont un rapport à la mer fort. Donc, tout ça. Il y a aussi le fait que dès qu'on sort de l'urbanisation de Rio, on est dans la jungle. Donc on peut se retrouver dans des cascades naturelles avec des gens qui prennent des espèces de douches au milieu de la jungle et c'est juste comme si vous étiez dans la banlieue directe de Rio. Donc ça c'est quand même des espèces de chocs au niveau des images qui sont assez folles. Et puis le rapport qu'ils ont aux plages, c'est assez génial. Il y a sur la plage de Ipanema ou sur la plage pas de Ipanema, je veux dire enfin bon, il y a différentes plages, quoi. Il y a Leblon, il y a Copacabana et il y a ce qu'ils appellent des postes, c'est-à-dire qu'il y a poste 9, poste 8, c'est des endroits où il y a les gardes des plages. Et en fait, il y a l'endroit où il y a les jeunes, où il y a de la musique, et ils vont très souvent à la plage à l'heure du déjeuner, par exemple. Donc c'est ça qui est beau dans une ville, je trouve, c'est comment l'organisation d'une ville, ici il y a la Garonne, là-bas il y a la mer, bah, du coup ça vous donne un rapport différent. Et que ici il y a les quais qui ont été aménagés, qui du coup donnent un rapport à cet endroit-là. Voilà, depuis que ça a été aménagé, il y a un rapport à la ville et aux habitants de la ville qui est différent. Bah, là-bas, c'est la plage qui fait que le rapport est très différent, de la même façon qu'à Barcelone, depuis qu'ils ont aménagé la plage, les Barcelonais vont à la plage. Et du coup, ça donne une activité ou un usage qui est différent de quand on est à Paris, par exemple. Donc, j'aime bien ça dans une ville, le fait que la spécificité géographique fabrique des choses particulières.
poser votre caméra. Ben, c'est vrai que si je vais filmer un endroit, je me pose des questions d'urbanisme parce que on va filmer à Shanghai ou à Pékin, où il y a Shanghai, je crois que maintenant il y a 24 millions d'habitants. C'est des villes où forcément la densité de population, c'est même pas en étudiant l'urbanisme, c'est juste des choses qu'on ressent quoi, quand on marche dans les rues. Il peut y avoir 4 autoroutes l'une au-dessus de l'autre, les tours, au lieu qu'elles fassent 20 étages, elles en font 80. Donc forcément, cette densité-là, elle fabrique des choses, quoi. De la même façon, à Los Angeles, si je faisais un film à Los Angeles, quand on filme Los Angeles, on filme des voitures, quoi. Donc c'est ce qui s'est passé avec La La Land. Le film s'ouvre sur un embouteillage, c'est ce qui décrit cette ville, quoi. Donc c'est vrai que même si on ne fait pas une thèse d'urbanisme, ou qu'on n'étudie pas des livres d'urbanisme, on essaye de voir qu'est-ce que c'est la spécificité d'une ville, et qu'effectivement, quand on est à Los Angeles ou à Moscou, Moscou c'est une ville où il y a des avenues qui sont comme des autoroutes un peu, et du coup c'est vrai que la vie parce que je crois que c'est 5 voitures de chaque côté, donc c'est 10 voies, quoi. C'est plus comme une avenue comme le boulevard Haussmann à Paris, quoi. Donc ce simple changement-là, il change des choses. Après, alors non, on va pas le voir, c'est pas cet extrait-là, mais dans Casse-tête chinois, j'ai parlé du fait que à New York, les rues sont alignées et qu'il y a un quartier dans le West Village où les rues tournent et où elles sont plus alignées parce que c'est vraiment lié à la géographie. Que l'île, elle est à peu près en longueur et à peu près les rectilignes, puis un endroit où il y a une espèce de rond, et donc du coup il faut faire des rues qui tournent, et donc c'est assez troublant, ça fabrique vraiment une spécificité urbanistique qui est particulière. Donc, et donc là il y a une scène où j'ai basé la scène là-dessus, c'est qu'il y a un chauffeur de taxi qui vient d'arriver, les Chinois, et il se rend compte que la 4e rue croise la 11e rue, ce qui n'est pas logique, parce que d'habitude c'est que les avenues qui croisent les rues. Donc voilà, ça c'est une particularité de New York, quoi. Donc c'est pas une étude, c'est vraiment plus du ressenti. C'est des trucs où, à force d'être justement les fameuses promenades que moi je faisais en prenant des photos à New York, il y a un moment je me rends compte, tiens c'est étrange, la 10e rue croise la 4e. Donc du coup je me dis ça m'intéresse, je regarde un plan, et en regardant le plan ça me fait me poser des questions sur ça, sur le fait que à Paris, toutes les rues, il n'y a pas la 10e rue, on peut pas leur donner un numéro à Paris, c'est trop le bordel, quoi. Donc voilà, à Paris, c'est que des rues qui sont tortueuses et qui sont en courbe, et donc ça donne une spécificité à la vie dans Paris par rapport à la vie dans New York, quoi. Bonsoir. Dans quelle ville vous avez eu vos meilleurs souvenirs de tournage avec votre équipe, vos acteurs? En Bourgogne. Non, c'est vrai que c'était super, mais c'était beaucoup grâce au vin. Ça n'a rien à voir avec l'urbanisme. Peut-être Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, c'était vraiment un tournage assez dingue, et je dirais que c'est entre Barcelone et Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, c'était vraiment un souvenir fort parce que d'une part c'est assez dépaysant, on est vraiment dans un pays qui a une autre logique, et pourtant c'est une ville de notre continent, c'est l'Europe aussi, et c'était enfin moi je suis assez sensible à ce que développe la Russie, parce qu'on connaît mal la Russie, on connaît que, quand on parle de la Russie, on parle de Poutine, alors que Poutine n'est pas le meilleur élément d'identité russe, quoi. Donc moi j'aime bien la Russie de Dostoïevski, la Russie de l'architecture de Saint-Pétersbourg. Il y a beaucoup de choses, et puis on a un passé commun très fort, en fait, parce qu'il y a eu beaucoup d'expériences communes entre la France et la Russie, pas que Napoléon, je dirais. Donc c'est des choses qu'on connaît mal, mais du coup il y a une complicité et aussi un dépaysement, et j'aime bien ça, en fait, à Saint-Pétersbourg.
Je voulais savoir s'il y avait des choses, si dans une ville, il y avait des choses qui ne vous plaisaient pas et que vous n'avez pas envie de montrer. Oui, plein. Alors, non, c'est une bonne question. Je me pose la question par rapport à Paris, parce que bon, il y a plein de choses que je déteste à Paris. Il y a déjà un tempérament parisien que je déteste. Enfin, c'est vrai que les clichés sur les Parisiens sont vrais. C'est-à-dire qu'on est snob, on est prétentieux, et c'est vrai que j'essaye de pas le montrer. Donc j'essaye de choisir, moi, les choses que j'aime. J'aime la convivialité dans Paris, j'aime le fait que malgré tout il y a un truc chaleureux, je dirais, dans Paris, et donc le côté froid parisien où j'ai l'impression que Paris s'améliore. Paris il y a 20 ans était quand même pire, c'est une ville très raciste il y a 20 ans. Moi je me rappelle que je suis sorti de taxi très souvent parce que les chauffeurs de taxi étaient méga racistes et qu'ils voyaient passer un noir et ils faisaient une réflexion. Et moi, en général, je sortais du taxi quand j'entendais ça parce que j'en avais marre d'avoir la discussion. Donc, je voulais plus rentrer dans le débat. Donc, ça m'est pas arrivé depuis 10 ans, ça. Donc, il y a un truc qui évolue et qui fait que... ouais, je pense... on a beaucoup parlé à l'époque, mais 98, avec l'équipe de France de football, je pense que la France a vu comment la France avait évolué, quoi, et que du coup, on ne pouvait plus complètement parler de la même façon d'un Noir, d'un Arabe, d'un Chinois, même si le racisme existe encore tout le temps, et on le sait ces jours-ci. Mais ça avance, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a des choses comme ça, et c'est pareil, par exemple, moi je déteste un tempérament qui existe dans le 8e arrondissement ou le 16e arrondissement à Paris, ce qu'on appelle les beaux quartiers, qui, quand on les regarde de près, ils sont pas si beaux que ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de relations humaines qui sont assez pourries, je trouve. Et ça, c'est vrai que je le filme pas, ça. J'ai pas envie de filmer ça. Alors c'est vrai que il y a des gens qui me disent que je suis trop optimiste. C'est vrai que j'ai tendance à montrer des choses qui me plaisent ou qui me font rêver, qui sont du côté de l'enthousiasme, quoi. Donc c'est vrai que les choses qui me plaisent pas, j'ai tendance à pas les filmer, sans doute. Bonsoir, j'aimerais vous demander encore plus sur Saint-Pétersbourg, sur le tournage en Saint-Pétersbourg, et comment est-ce que vous avez connu des acteurs russes et comment vous avez rencontré l'équipe qui a joué là-bas aussi, et si c'était facile et quels étaient les enjeux les plus durs lors de votre tournage? En fait, puisque j'ai tourné dans pas mal de pays là maintenant, à chaque fois il y a une procédure qui est un peu la même, c'est qu'on part on cherche un producteur qui va être quelqu'un, donc on l'a cherché en Espagne, on l'a cherché en Russie, on l'a cherché aux États-Unis, qui va être un allié qui va savoir ce qu'on cherche à faire. À partir du moment où on trouve cet allié qui n'est pas forcément facile à trouver, en Russie c'était assez compliqué, parce que le cinéma russe il est très très différent du cinéma français, il marche sur d'autres principes, il est très enclavé, il ne voyage pas beaucoup le cinéma russe aujourd'hui, il y a peu de réalisateurs, on connaît Mikhalkov, on connaît Longin, on connaît, mais il y a beaucoup de cinéma russe qui ne s'exporte pas et qu'on connaît mal. Donc c'était difficile de trouver des gens qui pouvaient comprendre ce qu'on voulait faire. On les a trouvés. On a trouvé 2 productrices à Moscou qui ont été vraiment super et qui ont compris ce qu'on voulait faire, qui nous ont aidés à trouver une directrice de casting. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait découvert en faisant le casting de l'Auberge espagnole, parce que en faisant le casting de l'Auberge espagnole, on a fait un casting au Danemark, à Rome, à Berlin, en Angleterre. Et à chaque fois, on choisissait un directeur de casting et on disait, voilà, on voudrait rencontrer 30 jeunes acteurs anglais, danois, italiens, etc. Et du coup, c'était en choisissant ces gens avec qui on avait une complicité, ces directeurs de casting, qu'on arrivait à trouver des acteurs qui pouvaient correspondre. Et donc du coup, j'ai fait pareil à Saint-Pétersbourg, on a trouvé la bonne directrice de casting. Et
j'ai refait la même chose que dans l'Auberge espagnole, c'est qu'en faisant le casting, je suis tombé sur une fille qui était actrice et qui parlait très bien français et qui est devenue ma traductrice, parce qu'ensuite il y avait le problème de savoir comment on parle. Et j'ai souvent vu que les gens qui étaient acteurs et qui parlaient bien ma langue étaient des meilleurs traducteurs que les traducteurs. Parce qu'ils connaissaient le théâtre, ils savaient ce que c'était un dialogue, ils savaient ce que c'était le travail d'un acteur, et que quand moi je m'adressais à un acteur, eh ben, il me servait d'interprète. C'était à la fois pour diriger le jeu et pour diriger les mots. Et que moi, très souvent, quand j'écris des dialogues, je les écris en langage parlé. Et donc, du coup, un traducteur, très souvent, il va essayer de bien traduire. Et donc, il va le traduire en langage trop littéraire. Et ça, je déteste quand les gens prennent une phrase et... moi, très souvent, c'est où t'as mis les clés de la voiture, ou où t'as mis les clés de la bagnole. Et que si tu écris où t'as mis les clés de la bagnole, il ne faut pas traduire où as-tu mis les clés du véhicule. C'est pas la même phrase, quoi. Et donc, pour trouver le traducteur qui va traduire où t'as mis les clés de la bagnole, ben, il y a une petite recherche, quoi. Parce que dans chaque pays, il y a toujours des gens qui sont réticents à parler mal, quoi, disons. Donc, dans le rapport aux acteurs, c'était beaucoup par cette traductrice où j'ai compris qu'elle avait compris le système et qu'elle elle m'aidait avec les acteurs russes. Et après, il y a eu une scène dans Les Poupées Russes où c'était compliqué, c'est qu'on avait pris un acteur russe, tous les gens, je ne sais pas pourquoi, on avait eu du pot, tout le monde parlait anglais, et il y a eu juste cet acteur russe qui ne parlait pas anglais, et il a voulu improviser. Et donc il y avait une anglaise, donc Romain Duris, un français, la danseuse russe qui parlait anglais, et lui et son frère, donc qui parlait que russe. Et quand il a improvisé, il y avait Romain Duris et Kellerelli qui se sont regardés en disant qu'est-ce qu'il nous dit, c'est pas prévu dans la scène. Et donc je me suis rendu compte que c'était pas possible, quoi, d'improviser quand on mélange 4 langues dans la même scène. Donc voilà, il fallait vraiment que qu'ils respectent les dialogues et tout ça, c'était vraiment compliqué, quoi. Je crois qu'on arrive au terme de... D'accord. Il me semble, je ne sais pas, Françoise ou Marina, non? Peut-être une dernière question. Alors, est-ce qu'on montre le dernier extrait ou est-ce qu'il y a le temps? On peut faire ça. On montre le dernier extrait et on finit là-dessus. Ok, d'accord, ouais. Allez, on fait ça alors. Et puis on peut parler juste de après. Ah oui, moi ça va. Je sais pas. Already been rented. Maybe a next time. Come this way. Wow. It's nice. Where are you from? France. Oh, I went to Paris on my honeymoon. Oh, great. De dier is prachtig, Sham. Ik ken 12 mensen naar Ramen vandoor, niet geen probleem. It's a beautiful apartment, can hold up to 12 people very easily. How many would you be here? 3. Je zoekt nog 3 mensen in Nancy. Nog 1 kind hadden ze? You have just 1 kid so far? No, 2. 2. En wie is die mama? Gestorben hebben. You lost your wife. Yes. I think you could really tap into the scene, you know. You don't have to heat the place with these steam pipes, but the downside is in the spring. That's the cool thing. You hear the rats fucking in. Everybody wants a bite of the big apple, right? Cool, man, cool. Well, come on in. C'est vraiment pour conclure. Comment décrire une ville? Non, parce que il y a toujours la question, je pense que vous vous êtes tous posé la question quand vous choisissez un appartement et que vous vous posez la question où j'habite.
vous regardez un plan, vous regardez des annonces, vous regardez des photos, et il y a le quartier, à quoi ressemble l'appartement, et vous vous dites c'est quoi ma place dans cette ville-là, et où tout compte. C'est-à-dire que, alors, ce qui est drôle en revoyant l'extrait, c'est que quand on a fait l'auberge espagnole, c'était le début d'Internet, et donc du coup, dans l'auberge espagnole, ils cherchent sur Internet qui est Erasmus, par exemple, et c'était le tout début où il y avait encore l'espèce de bruit zarbi quand on allait sur Internet, il y avait comme ça, c'était... Ouais, c'est ça, ça a dû durer 5 ans, ce truc-là. Et là, 15 ans plus tard, il y a alors ce qu'on appelle la réalité augmentée, c'est-à-dire que il y a Google Maps, il y a le fait qu'on mette le petit bonhomme jaune et qu'on se retrouve dans des images entre photos et vidéos d'une ville. Donc il y a un rapport entre le plan qu'on voit, qui est un plan dessiné, et la mise en photographie de la rue, et on peut voir la porte de l'immeuble, le magasin qui est à côté. Et on a un rapport à l'espace qui est complètement différent. Parce qu'il y a ces outils-là, et donc là le but dans cette scène-là, c'était ça, c'était de se dire voilà comment je parle de la ville, à la fois de montrer sur un plan voilà l'urbanisme tel qu'il est dessiné, puis on rentre dans la ville, dans les rues, puis on rencontre les gens. Donc il y a ce petit jeu sur le fait que la photo d'une cuisine, ça devient le plan où la grand-mère fait visiter son appartement avec la cuisine. Et où ensuite, finalement, parce que moi c'est ça l'aboutissement, c'est que une ville, c'est pas un plan, des photos de rue ou des films d'une rue, c'est les gens qui y habitent, quoi. Et donc c'est vrai qu'à New York, là c'était voilà, comment décrire New York en quelques scènes, et où il y a des gens d'ethnies différentes, qui parlent des langues différentes, d'âges différents, des riches, des pauvres, etc. Et c'est vrai que dans New York, il y a ça qui est très fort, et où il y a des façons du coup de vivre et d'habiter qui sont très différentes. J'aurais pas du tout filmé ça dans des visites d'appartements à Paris, ça ne serait pas du tout le même genre de personnage. Est-ce qu'on a droit à une dernière question, peut-être? Bonsoir. Moi, je voulais savoir, vous avez tourné dans de grandes villes comme New York, Paris, Rio. Enfin, vous avez envisagé du coup Rio et Tokyo. Mais je voulais savoir pourquoi pas Toulouse? Je sens voilà, la question. C'est ça. Ouais. Exactement. C'est ça. Non, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question depuis hier. Non, je pourrais très bien avoir envie de tourner à Toulouse. Là, en fait, quand quelqu'un a posé la question hier, la seule ville en France où j'ai tourné qui n'est pas Paris, c'est Dunkerque. J'ai pas l'impression d'avoir tourné dans une autre ville. Enfin, j'ai tourné un peu à Marseille, mais c'était pas un long métrage. Mais effectivement, je ne crois pas avoir tourné dans une autre ville. Mais en tout cas, j'ai très envie. Et donc, je ne sais pas si ça serait Toulouse, mais j'aimerais bien... parce que je crois que j'en ai marre de tourner à Paris. Donc là, j'ai une idée de scénario où peut-être par paresse, je l'imagine à Paris. Mais en fait, justement, je me dis comment je pourrais ne pas tourner à Paris, quoi. Donc c'est pas impossible que ce soit dans une autre ville que Paris, en tout cas, en France. En fait, c'est ça le challenge, quoi. C'est après ton dernier, donc prochain film qui sortira le 14 juin, où c'est la campagne, c'est quelle sera la nouvelle ville et qui ne sera pas Paris. Ouais, bien sûr, ouais. Non, c'est vrai que ça donne envie, mais de la même façon, je pense que quand on évolue, par exemple, j'ai réalisé que tardivement que Woody Allen, il a filmé que New York pendant, je sais pas, plus de 20 ans, quoi. Et là, il n'a pas filmé à New York depuis 15 ans, quoi. Il a filmé à Rome, à Londres, à Paris, et quand j'ai tourné à New York, j'ai compris pourquoi il tournait plus à New York. Parce que c'est compliqué de tourner à New York, ouais. Est-ce qu'il faut qu'on arrête? Oui. Bon, merci beaucoup, Cédric. Merci à vous. Bonne soirée.